Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. En tant qu'élu socialiste, je crois qu'il est primordial d'être à l'écoute des acteurs sociaux essentiels que sont les syndicats. Et je suis également profondément convaincue qu'en tant que parlementaires, nous devons être les défenseurs du paritarisme. Les dirigeants des 8 syndicats, la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, FSU et Solidaires, ont adressé une lettre à Monsieur le Premier ministre il y a 2 mois, demandant de ne pas réformer brutalement un texte de loi porteur d'histoire sociale et de conquête collective. Force est de constater qu'ensemble vous avez entendu, mais que vous n'avez pas écouté la voix des travailleurs, Monsieur le ministre. Depuis des années, les gouvernements successifs nous ont expliqué que la démocratie sociale était indispensable. Ils nous disent que les syndicats sont des interlocuteurs incontournables, qu'ils sont les représentants légitimes des salariés, qu'ils permettent d'exprimer les réalités du terrain et d'éviter que les décisions soient prises depuis les bureaux des ministères sans tenir compte de la vie quotidienne des travailleurs. Après son passage au Sénat, la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai a été inscrite dans la niche parlementaire du groupe Ensemble pour la République. Mais dans le même temps, ce même groupe a déposé une motion de rejet contre son propre texte. L'objectif était clair, empêcher le débat en séance publique et envoyer directement le texte en commission mixte paritaire. Face à la contestation unanime des syndicats, mais aussi à l'opposition de nombreux parlementaires et citoyens, le gouvernement a finalement renoncé à convoquer cette CMP. Mais alors pourquoi reprendre l'essence même de cette proposition de loi et inscrire le présent projet de loi à l'ordre du jour ? Cette séquence prouve que vous n'êtes ni à l'écoute des syndicats ni des travailleurs. En effet, lorsque vient le moment de décider, que se passe-t-il ? Les syndicats sont informés, parfois consultés à la marge, mais rarement véritablement entendus. Les syndicats sont en ce moment même devant le Sénat pour manifester leur propre opposition à ce projet de loi. Le 1er mai est la seule journée de l'année qui symbolise explicitement les luttes syndicales, les conquêtes sociales et les droits des travailleurs. Si un sujet méritait une concertation approfondie avec les organisations syndicales, c'était bien celui-là. Or, les syndicats ne sont pas des groupes de pression comme les autres. Ils sont une composante essentielle de notre démocratie sociale. Ils sont élus dans les entreprises. Ils négocient les conventions collectives. Et ils doivent avoir voix au chapitre quand il est question à la fois de ce qui relève au plus près des droits des travailleurs, de leur reconnaissance, mais aussi de ce qui a trait à la raison même de leur existence, la préservation et l'animation de temps et d'espaces dédiés à la lutte sociale. C'est ce que rappelle la CGT dans une communication qu'elle nous a adressée. Toutes les organisations syndicales ont rappelé, lors de l'audition du rapporteur du 2 juin 2026, leur opposition sans équivoque à ce texte. Elle a également rappelé qu'elle a lancé une pétition pour la défense du 1er mai, ayant rassemblé plus de 118 000 signatures. Après avoir confisqué 2 années de vie à des millions de nos concitoyens, avec une réforme des retraites aussi injuste qu'inacceptable, après avoir tenté sans succès de nous priver de 2 jours fériés, le gouvernement, au diapason d'une droite antisociale, s'attaque au 1er mai. Nous ne laisserons pas faire. Pour mémoire, le 1er mai occupe dans notre droit comme dans notre histoire collective une place singulière. Institué comme fête des droits des travailleurs, il demeure attaché aux luttes ouvrières, aux conquêtes sociales et à la reconnaissance du rôle essentiel des travailleurs, des salariés dans la société. Il ne constitue donc pas un jour férié ordinaire. Parmi les 11 jours fériés reconnus par notre droit, il est le seul à bénéficier d'un régime spécifique puisqu'il est obligatoirement chômé et payé sans être une fête nationale. Il s'agit d'une journée symbolisant historiquement la lutte des travailleurs en France comme à l'international. Au même titre que les armistices, le 1er mai est essentiel au devoir de mémoire. En 1884, la Fédération américaine du travail, l'AFL, qui deviendra par la suite le principal syndicat aux États-Unis, porte la revendication d'une journée de travail limitée à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, samedi inclus. Pour marquer les esprits, il est décidé que le mouvement de grève générale débutera symboliquement le 1er mai 1986. Ce jour-là, des milliers d'ouvriers descendent pacifiquement dans la rue à travers tout le pays. Pourtant, le 3 mai, la répression policière fait 4 morts parmi les grévistes de l'entreprise McCormick Harvester à Chicago. En réaction, une marche de protestation est organisée le 4 mai. C'est alors qu'une explosion survient, suivie d'affrontements violents avec les forces de l'ordre, causant de lourdes pertes dans leurs rangs. Dans ce contexte, plusieurs militants syndicalistes anarchistes sont interpellés. 5 d'entre eux seront condamnés à mort à l'issue d'un procès où aucune preuve ne permettra d'établir leur responsabilité dans l'attentat. Ce procès, largement considéré comme exemplaire, restera dans l'histoire comme une illustration des tensions sociales de l'époque et des dérives judiciaires qu'elles ont pu engendrer. Nous avons aussi en France, comme déjà évoqué, une mémoire douloureuse associée au prix de la lutte autour du 1er mai. En 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution française de l'Exposition universelle, la deuxième internationale socialiste se réunit à Paris.
Sur proposition du militant Raymond Lavigne et sous l'impulsion de Jules Guesde, il est décidé de faire du 1er mai une journée de manifestation et de revendication pour la journée de 8 heures. Elle est célébrée pour la première fois le 1er mai 1890 dans de très nombreux pays. L'année suivante à Fourmies, on dénombre 9 morts dans une manifestation ouvrière, dont 2 enfants et plusieurs dizaines de blessés. Le 1er mai sera désormais associé à l'idée de lutte des classes. C'est bien de cela dont nous parlons. Le 1er mai est une journée de lutte contre une forme de domination qui impose la structuration du monde du travail. Elle correspond au refus que les tenants du système productif imposent aux travailleurs une organisation du travail ainsi que des rémunérations contraires à la dignité humaine et irrespectueuses de la valeur travail. Cette lutte que symbolise le 1er mai est celle de la lutte des classes. Elle a été payée du sang des travailleurs. Le projet de loi soumis à l'examen du Sénat remet en cause un équilibre symbolique et juridique. En ouvrant de nouvelles possibilités de travail le 1er mai, il fragilise une garantie ancienne et introduit une brèche dans un principe qui, jusqu'à présent, distinguait clairement cette journée de l'ensemble des autres jours fériés. Cette évolution apparaît d'autant moins nécessaire que le droit en vigueur prévoit déjà des dérogations possibles. L'article L. 3133-6 du Code du travail permet en effet aux établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, de faire travailler leurs salariés le 1er mai. Les situations dans lesquelles la continuité de l'activité est réellement requise sont donc déjà encadrées par la loi. Dans ces conditions, le présent projet de loi ne répond pas à un vide juridique. Il procède au contraire d'un élargissement contestable des exceptions au repos du 1er mai. Une telle modification ne peut être regardée comme purement technique. Elle participe d'un mouvement plus large d'affaiblissement des droits des salariés et les syndicats ne s'y sont pas trompés. Ce projet ne vise pas à sécuriser une situation existante. La réalité est tout autre. Il s'agit d'étendre une dérogation au détriment des salariés, mais aussi des petits commerces indépendants qui, jusqu'à présent, pouvaient ouvrir à la condition de ne pas faire travailler leurs employés, en ayant même la possibilité de se faire aider de leur famille à titre exceptionnel. Demain, les grands groupes, en se fragmentant en petites entités pour entrer dans la catégorie dite artisanale, pourront contourner cette règle et imposer le travail le 1er mai. L'histoire nous l'a trop souvent démontré. Chaque fois qu'un principe social est entamé, les dérogations s'étendent jusqu'à devenir la norme. Le travail du dimanche en est la preuve. Une fois généralisé, les majorations de salaire ont disparu. Le volontariat n'existe pas dans le cadre d'un contrat de travail, surtout dans les petites entreprises où le rapport de force est déséquilibré. Comme pour le dimanche, les employeurs imposeront le travail le 1er mai sous peine de licenciement ou de non-recrutement. Les accords de branche ne protégeront pas les salariés. Avec l'inversion de la hiérarchie des normes, un simple accord d'entreprise suffira à imposer le travail ce jour-là. Le dispositif proposé, fondé sur le volontariat, soulève par ailleurs de sérieuses interrogations. Dans le cadre de la relation de travail et plus encore dans les petites entreprises, le consentement du salarié ne peut être apprécié de manière abstraite. La pression hiérarchique, la crainte de désorganiser l'activité, le poids du collectif du travail ou la peur de conséquences indirectes sur l'emploi peuvent rendre difficile un refus, pourtant présenté comme libre. Il nous appartient de mesurer précisément la portée réelle de ce volontariat et les garanties susceptibles de l'entourer. À ce stade, ces questions n'ont pas été suffisamment instruites. Ces éléments aggravent encore le fait que les salariés, premiers concernés par cette remise en cause du régime du 1er mai, soient si largement absents du débat, comme je l'ai dit en introduction. Avant toute évolution d'un principe aussi structurant, je le redis, il aurait été nécessaire d'évaluer leurs attentes, d'entendre plus largement les organisations syndicales et de mesurer l'impact concret du texte sur les conditions de travail. Le caractère symbolique du 1er mai, l'existence de dérogations déjà prévues par le droit en vigueur, les incertitudes entourant la réalité du volontariat et l'insuffisance prise en compte de la parole des salariés justifient un examen complémentaire approfondi. Madame la présidente, Monsieur le ministre, chers collègues, la question de la légalisation du travail des salariés le 1er mai, que nous avons combattu ici l'année dernière, nous revient comme un boomerang. Nous ne céderons pas. Après que le Premier ministre se soit cru autorisé à faire passer des consignes, ou tout au moins des recommandations, aux inspecteurs du travail le 1er mai, en appelant à leur clémence, et finalement à ne pas respecter la loi, tout le monde l'a entendu, après que le même Premier ministre et l'un de ses prédécesseurs se soient mis en scène dans des commerces pour apporter leur soutien, faisant fi de l'autonomie de ces mêmes inspecteurs du travail, dont tout le monde sait qu'ils sont autonomes, monsieur le ministre. Après que ceux-ci ne se soient pas laissés impressionner et aient fait appliquer la loi, voici venu le temps du projet de loi, carrément. Depuis 2017, nous n'avons cessé d'entendre des injonctions contradictoires.
Nous aimons les partenaires sociaux. Nous appelons régulièrement à leur respect, à leur utilité, à leur force. Mais depuis 2017, vous n'avez cessé de réduire les droits des salariés, les droits des demandeurs d'emploi, mutiler l'assurance chômage, reporter l'âge légal de la retraite. Les syndicats de salariés étaient-ils d'accord ? Ont-ils eu les coups des franches pour négocier, notamment dernièrement sur les ruptures conventionnelles ? Les entendez-vous lorsqu'ils demandent une conférence générale sur les salaires, la fin de la désocialisation du travail et le maintien de notre système de protection sociale ? Et aujourd'hui, alors qu'ils se sont tous clairement exprimés en défaveur de ce projet de loi, les écoutez-vous ? Vous osez nous parler de volontariat, mais qui peut croire que les salariés auront durablement le choix ? Qui peut croire qu'un nouveau salarié en CDD, par exemple, se permettra de refuser un travail, de travailler le 1er mai, tant il espérera une embauche en CDI et sera parfaitement conscient des conséquences d'un éventuel refus ? Et s'il vous plaît, évitez-nous l'argument du salarié qui sera heureux de venir travailler parce que ça lui apportera plus de revenus à la fin du mois. Bien sûr que nous entendrons cet argument dans la bouche de certains salariés et je ne me permettrai pas de les blâmer. Parce que la fin du mois qui commence le 15, c'est une réalité pour nombre d'entre eux. Mais justement, cela concernera toujours les mêmes, ceux qui n'auront pas le choix. Et pendant que les uns voudront absolument leur pain frais pour leur déjeuner en famille ou leur pique-nique, d'autres verront ce jour férié échômé leur passer sous le nez parce que finalement, eux, que ce soit pour éviter les foudres de leur employeur ou pour gagner plus, ils n'auront pas le choix. D'ailleurs, qui seront ces salariés ? Pour beaucoup des femmes, évidemment, comme celles qui travaillent le dimanche matin dans la grande distribution, celles qui ont des horaires décalés, des temps partiels, mais qui bien évidemment seront volontaires, n'est-ce pas ? Elles ont le choix, n'est-ce pas ? Et je vous renverrai bien une phrase désormais célèbre. Qui va garder les enfants ? Parce que pour ces catégories de salariés, travailler les dimanches et les jours fériés, ça a un coût. Sous prétexte d'aider 2 secteurs qui ont un impérieux besoin d'ouvrir le 1er mai, alors que cette possibilité existe déjà pour les patrons des entreprises artisanales, pourvu qu'ils prennent en charge eux-mêmes l'ouverture en question. Vous ouvrez la boîte de Pandore. Comment expliquer en effet que nous autorisions le travail des salariés dans certains commerces et pas dans d'autres ? De fait, nous avons tous reçu des messages de confédérations d'artisans bouchers, charcutiers, qui réclament eux aussi le droit d'ouvrir le 1er mai. Quant à moi, je ne suis toujours pas d'accord pour considérer que ce qui régit notre vie, c'est la consommation. Par ailleurs, à l'argument exigeant l'ouverture du boulanger le 1er mai, je me permets tout de même de répondre qu'il est possible de s'organiser pour manger du pain ce jour-là. Dans de nombreux villages ruraux, il n'y a pas de boulangerie. Les gens s'organisent pour avoir du pain qui n'est pas toujours de la fournée du jour. En vérité, le problème est ailleurs. La pensée sous-jacente à votre combat, c'est qu'il faut ouvrir le 1er mai pour les boulangers et sans doute pour les autres, parce que c'est un jour à fort potentiel commercial. Je l'ai entendu dans la bouche de certains. Le 1er mai, les gens ne travaillent pas. Ils se promènent, se reposent ou investissent un temps de lutte. Et peuvent avoir le temps de consommer, c'est vrai. Mais le 1er mai n'est pas celui des consommateurs, c'est celui des travailleurs. Ces mal-aimés attaqués de toutes parts, éternels dindons de la farce. J'ai bien noté qu'une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour financiariser la 5e semaine de congés payés. À la question « quel salarié n'aurait pas eu besoin d'être payé double ?», l'exposé des motifs de ce texte ne répond pas par une proposition d'augmentation de salaire, mais par celle d'un retranchement de congés payés. Les salariés doivent rendre gorge, pas être rémunérés pour leur travail. Je l'ai déjà dit et je le redis. Une société qui oublie ses luttes est une société qui accepte plus facilement de perdre ses droits. Nous y tenons et réfutons tout fallacieux procès en dérive idéologique. Et ce d'autant plus que nous n'avons pas oublié le traitement réservé par la droite et un gouvernement crispé sur des dogmes inchangés à la proposition de loi adoptée en 2025 au Sénat et arrivée à l'Assemblée nationale. Par un artifice de séance, vous en avez conjointement empêché l'examen par la représentation nationale. Nous refusons pour notre part l'effacement de plus d'un siècle de lutte et faisons le choix de protéger ce que le droit du travail a donné aux travailleurs à l'issue souvent de luttes ouvrières sanglantes. Et pour terminer,
Je me permettrai de répondre à quelques interventions que j'ai déjà entendues depuis tout à l'heure. À vous, Monsieur le ministre, vous nous avez dit que nous politisons ce débat. Alors oui, nous sommes au Parlement, Monsieur le ministre, et nous faisons de la politique. J'espère que vous ne le découvrez pas. Et oui, la politique, c'est quelque chose de noble, c'est ce qui permet de débattre, d'échanger des idées. Et oui, nous faisons de la politique, et c'est grâce à la politique, d'ailleurs, qu'il y a eu dans ce pays des droits sociaux et que les salariés sont protégés. C'est grâce à la politique et à rien d'autre. J'ai entendu aussi que les fleuristes feraient leur plus gros chiffre d'affaires, enfin non, une part importante de leur chiffre d'affaires le 1er mai, et que si on venait à ne pas leur permettre de faire travailler des salariés, parce qu'on leur permet de travailler à eux, si on venait à ne pas leur permettre de faire travailler des salariés, les entreprises qui produisent du muguet pourraient faire faillite. Alors dites-moi, Monsieur le ministre, et vous, chers collègues, vous achetez votre muguet le 1er mai? Absolument le 1er mai? Ben moi, ça m'arrive de l'acheter le 30 avril, le 2 mai, bon, voilà. Et puis, pardon? Mais si vous voulez l'acheter le 1er mai, vous vous organisez. Vous vous organisez. Si vous voulez acheter votre steak le 1er mai, ben vous allez l'acheter le 30 avril, je suis désolée. Mais bientôt, peut-être, grâce à vous, on pourra l'acheter le 1er mai. Qui sait? Et puis, je terminerai quand même en disant que les entreprises concernées, elles font jusqu'à 11 salariés, mais par extension, jusqu'à 250. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que ça n'est pas le petit fleuriste du coin ou le petit boulanger du coin qui va ouvrir. C'est tous les autres. C'est tous les autres. Ceux notamment qui produisent du salé, des salades. Si, 250 salariés. Et comment allez-vous les empêcher? Si, tout à fait. Donc bien évidemment, nous voterons contre et nous l'exprimerons très nettement. Je pense que vous l'avez compris, Monsieur le ministre.